Bonjour Noémie Roger. Bonjour Jean Spinet. Ça, c'est une retrouvaille, quoi. Il faut une campagne électorale pour retrouver Noémie qui a, je pense, eu l'occasion de bosser avec moi comme ma chef de cabinet quand j'étais au CPS. Ça remonte à un petit temps. Euh, Tu es devenue grande maintenant. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi aujourd'hui je suis directrice de cabinet adjoint pour la ministre de l'Éducation, Caroline Désir. Et c'est un vrai plaisir parce que c'est la meilleure ministre qu'on a jamais connue. Et je m'amuse beaucoup, je me suis beaucoup amusée parce que j'ai eu l'occasion de m'occuper de la réforme des rythmes scolaires, de la gratuité scolaire, de la généralisation de l'EVRAS en milieu scolaire. Voilà, plein de beaux dossiers, plein de nouveaux acquis socialistes. Tu sais me dire pourquoi les Flamands n'ont pas suivi cette excellente idée pour une fois que l'enseignement de la communauté française prend les devants? Mais je pense qu'ils vont le faire. Après, il faut pouvoir laisser à l'autonomie communautaire le soin de décider pour elle-même le rythme de son évolution sociétale. Je pense que c'est un sujet qui existait déjà beaucoup plus dans le monde francophone que dans le monde flamand. Mais les néerlandophones s'intéressent de très près aux effets de la réforme dans nos écoles, sur nos élèves, sur le travail de nos enseignants. Et je suis assez optimiste sur les perspectives d'un alignement dans les prochaines années. Je pense juste que c'était pas dans leur agenda politique et donc il faut juste laisser le temps de la politique de pouvoir se déplier correctement. Il y avait une notion importante auquel tu tiens, et je participe de cette idée, c'était la notion d'Evras. Comment se fait-il que d'aucuns se sont saisis de cette question pour semer le trouble, alors que l'élément de faire prendre conscience d'un enfant de sa sexualité, des enjeux qui vont autour et d'apprendre à se protéger d'éventuels prédateurs est devenu soudainement quelque chose où on allait semer le trouble dans l'identité des Mm. enfants? Mais je pense qu'on a été assez naïf de croire que c'était soudain. En réalité, je pense qu'il y a une histoire des idées anti-genre, que c'est une histoire qui remonte déjà au début des années 90, qu'elle s'est faite discrète ou qu'elle était plus étriquée parce que elle n'avait pas la place pour s'étendre, mais que ces dernières années, elle a été réinvestie. Je pense que il y a derrière la polémique qu'on a connue des vrais mouvements, des vrais organismes qui existent dans d'autres pays, en France, aux États-Unis, en Russie notamment, qui sont des mouvements organisés de confession le plus souvent catholique et qui ont une vision d'un projet de société qui est traditionnaliste, familialiste et qui plaide pour limiter autant que possible les discours sur les modes alternatifs de l'amour, sur les modes alternatifs de la famille, sur les modes alternatifs de l'émancipation et que ces mouvements ont pris de l'ampleur et que ici en Belgique, la situation, le projet gouvernemental de généraliser les brasses a été capturé en fait par ces stratégies idéologiques pour pouvoir faire de la Belgique le cas anti-Evras par excellence. Et ils ont su capter dans nos populations des familles qui se sont inquiétées et qui ont été convaincus par cette campagne mensongère. C'est ça qui s'est passé, je pense. Tu as, tu as un certain nombre de credos comme ça, ou plutôt de matières spécialisées. Qu'est-ce que tu vas porter pendant cette législature si tu es élu? Alors moi, donc je me présente 15e sur les listes à la Chambre du Parti socialiste et moi j'avais envie de pouvoir porter mon mandat sur une autre façon de s'investir en politique. Et cette autre façon, c'est à la fois dans l'attitude, j'ai un rapport avec les réseaux sociaux, par exemple, qui reste assez mesuré ou discret. On peut m'en faire le reproche, mais je Oui, oui, pense je que t'ai vu apparaître sur les réseaux tu m'as sociaux. vu apparaître sur les J'ai réseaux cru que ça sociaux. n'arriverait jamais. Voilà, voilà. Et pourtant, voilà, je fais l'effort et en même temps, je reste convaincu qu'il faut pouvoir le faire de façon mesurée et à la stricte condition d'avoir du contenu à partager. Et le contenu, c'est pas son visage ou c'est pas son nom, mais c'est l'idée, les idées, les convictions qu'on a envie de porter. Et donc, dans cette optique-là, un peu décalée, moi, j'aimerais bien pouvoir m'investir sur les questions qui réactualisent les enjeux des libertés et des droits fondamentaux.
parce que je pense qu'on a connu une crise sanitaire, qu'on doit faire face à une crise climatique, qu'il y a des enjeux géopolitiques inédits qui vont nous engager dans des contextes politiques que nos générations de mandataires actuels n'ont pas connus, n'ont pas eu à vivre par le passé. La dernière fois qu'on a connu des guerres importantes, c'était quand même il y a bientôt 100 ans. Et que donc tout ça nous amène à reconsidérer les conditions dans lesquelles on peut faire État, dans lesquelles on peut déployer des services publics, dans lesquelles on peut faire collectivité. Et s'ajoute à ça en plus une montée des discours de l'extrême droite qui se font un plaisir en fait de réinterroger ces mêmes fondements. Et donc pour moi, mon engagement en tant que démocrate, en tant que laïque, en tant que défendresse de l'État et des idées socialistes, c'est là qui doit s'ancrer. Et donc, j'ai mis en avant, avec André Area, qui ferme la liste à la Chambre avec moi, 16e, l'idée qu'il faut qu'on puisse fixer des critères clairs et objectifs pour la régularisation des sans-papiers, l'idée qu'il faut pouvoir interdire dans la Constitution les partis d'extrême droite, l'idée qu'il faut pouvoir garantir la liberté et l'autonomie associative, qu'il faut pouvoir offrir, par exemple, une couverture juridique obligatoire sur le mode de la sécurité sociale. Voilà, c'est autant de mesures qui sont comprises dans le programme du Parti socialiste qui disent en quoi le socialisme s'ancre dans la vision de l'état de droit, et c'est ça les conditions de notre démocratie. Te voilà bien docte. Mais qui es-tu vraiment? Je pense que tu es maman. Oui, je suis maman de 2 enfants, mais je considère que ça ne concerne pas trop mon engagement politique. Non, mais bizarrement, ça fait grandir et ça fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et donc, c'est vrai que je viens par le biais de maman, mais donc une femme, ça saute aux yeux. Comment est-ce que ça a bouleversé peut-être certaines de tes certitudes? Toi qui es fort fondé, c'est quoi comme formation déjà que tu as? Moi, j'ai étudié la philosophie. C'est bien ce qui me semblait, c'est ça que je voulais te faire dire. Et donc, comment est-ce qu'une philosophe lancée dans l'action finalement assez matérialiste des cabinets a été influencée par cette maturité liée au fait d'être parent? Mais franchement, je me raconterai pas comme ça. Je pense que devenir parent, ça mature surtout ça vient surtout maturer ou réinterroger ou rematurer d'une nouvelle façon nos socles intérieurs, mais que certainement c'est là-dessus qu'on prend appui quand on développe un projet politique, mais que le chemin entre le socle et le projet, ça reste un chemin intime et pas forcément explicite. Ok. Voilà. Moi, certains, dont toi d'ailleurs, je pense que j'ai gagné en maturité en devenant père. Et donc, je voulais savoir si c'était le cas pour toi, parce que c'est vrai que je te trouve plus assagi et plus mesuré. Bon, ça, c'est l'âge, c'est pas mes enfants. Et ça va être facile, ça, comme entretien, mais bon, comme on se connaît, il fallait quand même que les gens qui nous suivent là comprennent un peu. C'est marrant, mais te voilà dans le bureau de Charles Piquet Ouais. que j'occupe maintenant depuis 2 ans. On doit dire le bureau de Jean Spinette, mais comme il a été 40 ans dedans, Toi-même, tu n'oses pas le dire. j'ai un peu l'impression d'avoir piqué le bureau, Piquer le bureau de Piquet. piqué le bureau de Piquet. Ouais, Et ouais. donc effectivement, c'est vrai qu'il apportait de nombreuses choses pour la région bruxelloise. Comment tu envisages la relation entre les entités et la commune? Parce que tu sais que j'ai décidé de rester, de me présenter seulement en octobre. Ouais. Comment tu vois le lien avec la commune? Mais donc, moi, je crois que la commune, c'est le premier niveau de pouvoir, que du coup, c'est la première unité d'État qu'on connaît et avec lequel les citoyens sont reliés. Je pense donc que c'est le point de départ et d'arrivée de toute conception des services publics et en tant que politique de notre rapport à la chose publique et à nos citoyennes et à nos citoyens. Et la commune peut tout quand elle a les moyens budgétaires, évidemment. Mais donc, je pense qu'en tant que socialiste, on va avoir une responsabilité énorme à pouvoir démontrer que la force et la croyance, la conviction qu'on a que l'État est la bonne structure pour pouvoir organiser la société, c'est une démonstration qu'on doit faire au travers des communes en engageant des projets qui sont différents, qui marquent la rupture, qui montrent qu'on peut répondre à des enjeux climatiques, qu'on peut répondre à des enjeux de convivialité, qu'on peut répondre par la commune, par le CPS, à l'union en fait, à travers la diversité, à l'union de nos classes, des classes sociales en fait qui arborent, qui jalonnent nos quartiers.
Donc surtout à Saint-Gilles, hein, on connaissait quand même des disparités assez fortes d'un quartier à l'autre. Et donc l'exercice, c'est de faire union de ça. Vous avez déjà tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour y arriver. Voilà, le mot est choisi, mais je pense que c'est vraiment ça. Et le rapport entre les communes et les entités, ben, c'est ce qu'on connaît ici à Bruxelles avec le modèle régional qui vient envelopper, si je puis dire, et dédoubler les 19 communes sur des compétences particulières. En la matière, moi, je crois pas du tout que enfin, je crois pas trop que c'est des questions de forme ou d'organisation institutionnelle qui permettent de solutionner fondamentalement l'enjeu et les problèmes de société qui se présentent aux citoyens, mais plutôt la force de concertation qu'on est en capacité de générer, quoi. Donc la région a aussi à son tour une responsabilité vis-à-vis des communes à être disponible pour la concertation et pour venir proposer les perspectives qui permettent à chaque localité en fait, de se développer et de déployer ces projets un peu en rupture dont je parlais tout à l'heure. Et quand je parle de ça, je parle tu vois, de projets qui peuvent répondre aux enjeux énergétiques. On vient de traverser une crise énergétique inédite comme ça, parce qu'il y a un conflit armé qui s'est déclaré à plusieurs milliers de kilomètres de chez nous. Ça a des répercussions immédiates sur le budget des ménages. Ben, en fait, ça veut dire qu'il faut repenser notre autonomie énergétique, par exemple. Et donc, ça fait partie des points principaux du programme bruxellois de développer un producteur et un fournisseur d'énergie locale et autonome. Je pense typiquement que dans ce genre de perspective, les communes sont des points de départ indispensables pour construire ce genre de vision et de projet. Et voilà qui est intéressant. Ça faisait longtemps que je t'avais plus vu. Je pense qu'il te reste 2 jours pour Ouais, convaincre. ouais. J'espère qu'on ne se réveillera pas avec une extrême droite à affronter. Je crois Et qu'il faut s'y attendre. c'est marrant parce que tu viens de me donner un coup de vieux. Tu dis que cette génération-ci va devoir voir quelque chose qu'elle n'a pas vu il y a longtemps. Et quand j'ai commencé mes études, on était en pleine guerre de Yougoslavie et on se battait pour l'accès à l'avortement et à l'euthanasie juste avant. Et c'est dingue, en fait, comme quoi la boucle est bouclée, mais heureusement, il y a des générations comme la tienne pour porter le combat. Merci. Merci, Noémie. Merci, Jean.